Ok, donc bonjour à tous. Bienvenue chez Biotis Digital Academy. Donc, on va démarrer la formation aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, ce sera la formation de spécialité, uniquement le marketing digital. C'est une formation qui fait 3 mois. Et pour d'autres, ce sera la formation continue. C'est une formation beaucoup plus complète qui fait 6 mois. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le centre, de mieux vous montrer encore, de mieux vous présenter encore c'est quoi la formation, comment elle va se dérouler, que vous vous familiarisez avec la plateforme, le logiciel Zoom avec lequel on fait la formation. Donc, il y a 2 personnes qui sont en ligne actuellement. Donc, il s'agit de Priscille Merveille et de Gloria qui est au Bénin. On est sur la formation depuis le Bénin. Donc, l'idée, c'est de faire ça aujourd'hui et on va introduire avec l'histoire du marketing et du digital marketing. Parce qu'on ne saurait faire une formation en marketing digital sans savoir où est-ce que ça a commencé en fait. Quand est-ce que ça a commencé? Quels sont les éléments qui ont favorisé l'essor du digital marketing? Pourquoi est-ce que c'est aussi important de nos jours de faire le marketing digital? Donc, on va commencer par cette histoire pour que chacun de vous puisse maîtriser quand est-ce que les réseaux sociaux ont vu le jour? Comment est-ce que les réseaux sociaux impactent la vie des hommes au quotidien et l'activité des entreprises par conséquent? Et on va voir comment ça fonctionne et tout et tout. On fera ça pour les réseaux sociaux. On va faire la même chose pour les moteurs de recherche comme Google. On va parler de l'email marketing. On va voir l'influence plus tard. Voilà, on va suivre jusqu'à la fin. Alors, bonjour Merveille, bonjour Gloria. J'espère que vous nous entendez bien et que vous allez bien. Bonjour, je vous reçois bien et je vais bien. Parfait. Gloria? Allô? Oui, Gloria, bonjour. Oui, bonjour. Je vous reçois aussi. Parfait. Donc, je vais démarrer l'enregistrement de la séance. Donc, généralement, nous faisons des enregistrements pour qu'aucune explication ne vous échappe. À la fin de chaque session, on enregistre on compile l'enregistrement et on vous envoie les vidéos pour que vous puissiez revoir, réécouter tout ce qu'on a fait pour que la séance d'avant, qu'on évolue normalement. Donc, ok, je pense que c'est déjà lancé. Ok, donc aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, il est question d'accueillir tous ceux d'entre vous qui se sont inscrits à cette rencontre. Il y a d'autres personnes qui se sont aussi inscrites. Bien fonctionnement. Ok, donc aujourd'hui, il est question pour nous de se présenter. Vous allez vous présenter, nous aussi on va se présenter. Je vais vous présenter l'équipe du centre de formation et ensuite voilà, on va continuer avec le programme que je Glorias, tu coupes ton micro s'il te plaît. Il y a un retour, il y a un bruit là qui revient. Ok. D'accord. Donc, je vais commencer par moi-même. Je vais me présenter. Nous allons nous présenter et ensuite, on va passer à vous. Donc, je suis Aurel Simon. Je suis Aurel Simon. Je suis le fondateur de ce centre de formation. Il existe depuis 3 ans déjà. Donc, il a pris vie à Douala. Ça fait 1 an et demi déjà que nous avons ouvert à Douala. Donc, je suis en fait le formateur de la spécialité marketing digital. Donc, j'ai commencé en entreprise, ça fait 10 ans, en 2011. J'ai commencé en entreprise, j'ai occupé successivement plusieurs postes, parmi lesquels j'ai community manager, social media manager, responsable commercial, digital marketing manager aussi. Donc, je suis l'actuel chef de département marketing digital chez Noumi Mobile. C'est la raison pour laquelle vous voyez le rôle, on a un partenariat.
Donc, à l'issue de la formation, ceux d'entre vous qui auront besoin des stages et de l'emploi, on a des partenariats qui nous permettront de vous placer. Malheureusement, Gloria, tu es peut-être la seule qui ne va pas bénéficier de cet avantage parce que on n'a pas encore signé des partenariats avec des entreprises au Bénin. Néanmoins, on y pense, on va y arriver. Au cas où tu seras en recherche d'emploi, bien sûr. Donc, j'ai fondé il y a presque environ 4 ans un site de vente en ligne que j'ai appelé touvendi.com. Donc, le roll-up, il est là. Donc, Touvendi, en fait, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut vendre et acheter sans qu'il y ait d'intermédiaire. Vous allez sur le site touvendi.com, vous vous inscrivez, vous filmez vos produits, vous mettez en ligne, vous mettez les prix, tout. Et on a intégré WhatsApp sur le site Internet qui fait en sorte que à chaque fois qu'un client qui veut acheter votre produit voit, il clique, ça ouvre une conversation avec votre compte WhatsApp et vous échangez directement avec lui. Il y a plusieurs plateformes qui ont qui ont la même fonctionnalité. Donc, le site est lancé au Cameroun, ça fait environ 4 ans. À 4 ans déjà. À côté de ça, maintenant, et au regard de la rareté des compétences dans les domaines du digital, notamment le e-commerce et le marketing digital, je me suis dit que peut-être il était temps de partager mon expérience avec d'autres personnes, des travailleurs, des étudiants et des entrepreneurs même qui veulent comprendre le digital pour mieux booster la croissance de leurs activités. Donc, voilà d'où l'idée de créer le centre de formation est venue. Donc, ça c'est pour ma petite présentation. Il y a d'autres petits projets à côté. On ne va pas tout présenter aujourd'hui. Donc, les membres de l'équipe de Griotis, donc Laure est là, elle est la responsable marketing et commerciale. Donc, toutes les campagnes que vous verrez sur le digital, que ce soit sur Facebook, Twitter, donc, on va continuer. On a une petite coupure d'électricité ici. Donc, nous allons continuer. Donc, comme je le disais, mes collaborateurs sont là. C'est avec eux que vous allez un peu plus régulièrement échanger parce qu'ils sont au bureau en permanence. Donc, Laure est là. Donc, tu peux venir contacter les autres aussi. Donc, Laure est là, c'est la responsable marketing et commercial. Donc, c'est elle qui s'occupera de tout ce qui est échange avec vous en permanence. S'il y a des internautes qui ont des questions sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, les publicités que nous lançons généralement au Bénin, au Cameroun et tout, c'est elle qui s'occupe de concevoir ces stratégies-là. Donc, si vous avez n'importe quel problème et tout, n'hésitez pas. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Quand vous poserez les questions dans ce groupe-là, il sera toujours disponible pour vous répondre. Donc, Joël, maintenant, c'est lui le responsable du centre. C'est lui le responsable du centre de formation. Donc, c'est lui qui s'occupe de toute l'organisation. Donc, s'assurer que les vidéos soient toujours disponibles à temps, les supports de l'organisation, la relation avec les formateurs d'autres disciplines. Parce que, à côté du marketing digital, nous dispensons également plusieurs autres formations. On forme en e-commerce, on forme en cybersécurité, on forme en analyse de données, business intelligence, on forme en entrepreneuriat numérique, développement logiciel, etc., etc. Et chaque formation a son formateur qui vient faire la formation. Donc, lui également, n'hésitez pas à le contacter via le groupe. Quand vous écrirez, ils seront toujours disponibles pour vous répondre. Donc, tu peux présenter l'emploi du temps de la semaine prochaine, s'il te plaît. Il est là.
Bon, sur ce point par rapport à l'emploi du temps de la semaine prochaine. Pour ceux qui vont faire la formation en marketing digital, votre groupe, vous aurez une séance de la formation de 2 semaines. Vous aurez mercredi à partir de 18h30 et le samedi à partir de 9h30. Pour ceux qui vont faire la formation en certification marketing digital, vous allez faire la formation de lundi à vendredi, de 9h30 à 12h30. Lundi à vendredi. C'est une formation continue. Et en semaine, je vais vous envoyer tout ce noyau dans le WhatsApp. Lundi à vendredi, 9h30, 12h30. Pour ceux qui ont fait la formation, je pense que c'est 3 heures. Quel jour? Pardon? On fait tout ça. C'est ça, deux choses. Si tu veux, tu viens faire la formation présentielle ou si tu la prends. On l'a justement fait, on l'a justement mis en œuvre pour que les personnes, ceux qui peuvent se déplacer, se déplacent. Et s'ils sont dans sous le soleil, c'est ça, comme tu as déjà fait. C'est pour ça qu'on l'a mis le matin. Pour que chaque personne se lève. Si tu dis que je dois à 8h30, tu vas faire la facilité de simplement. Je ne sais pas si les lauréats suivent correctement. Oui, allô, Gloria. Oui, oui, allô, je suis là. Oui, oui. Vous m'avez suivi. Allô? Vous m'avez suivi. Vous avez suivi le programme que j'ai donné tout à l'heure. Oui, j'ai suivi. Vous avez dit lundi, mardi, 9h30 à 12h30. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Coupez votre micro. Ok. Oui, Priscille. Oui. Bon, j'ai suivi le programme de mercredi 18h30 et samedi 9h30. Oui. Et de lundi à vendredi, je ne sais pas trop qui ça concerne. Je n'ai pas bien suivi qui ça concerne. Ça concerne ceux qui sont inscrits à la formation certification marketing digital. Ah, d'accord. Donc, pour votre cas, vous êtes inscrit à la formation marketing digital tout simplement. Donc, vous allez suivre une formation, la formation de mercredi et samedi. D'accord. D'accord. Alors, on va commencer. Donc, aujourd'hui, ça va être purement théorique. On va beaucoup parler aujourd'hui. On va rien faire de pratique, absolument rien. On va beaucoup parler aujourd'hui parce que si on entre directement dans la pratique, c'est encore plus maîtriser exactement ce que c'est que le marketing digital là, il y aura un problème. Donc, avant de dire que
configurer une campagne, que chacun apprenne à configurer, il faut que chacun maîtrise. Même les yeux fermés, c'est quoi une campagne? Une campagne structurée, comment? Ça sert à quoi et tout et tout. Tout ça même a commencé comment? Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler de l'histoire du digital en général, avant de déboucher maintenant sur la partie marketing digital. Pour que chacun puisse, ne serait-ce qu'au sortir de cette séance, chacun puisse parler du digital comme s'il maîtrisait déjà, alors qu'il ne connaît encore rien. Les prochaines séances seront dédiées à la pratique. On va créer des pages Facebook professionnelles, on va créer des chaînes YouTube, on va créer des pages d'entreprise sur LinkedIn. Ceux d'entre vous qui sont là pour la formation continue, on va apprendre à créer des sites Internet, on va apprendre à optimiser le référencement sur les moteurs de recherche comme Google, on va apprendre à faire la publicité mobile, etc., etc. C'est pour ça que ça fait 6 mois, cette formation-ci. Je vais partager mon écran. On va continuer. Donc, dans le PowerPoint, il y a plusieurs pages sur lesquelles on ne va pas revenir parce qu'on a déjà présenté c'est quoi le centre de formation. Le formateur, je me suis déjà présenté. Donc, on ne va pas revenir dessus. Le sommaire de la formation, ça c'est le sommaire de la formation de spécialité marketing digital. Parce que ce PowerPoint, c'est le PowerPoint de spécialité. On ne va pas présenter ça non plus. Je vais ouvrir directement la diapositive sur l'histoire du marketing digital. Pour ceux d'entre vous, pour ceux qui sont en salle, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi. Donc, le mot de passe, ce sera... donc, le Wi-Fi, c'est Gliotis 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir Gliotis Group et le mot de passe, c'est Gliotis 1, 2, 3, 4, 5. Donc, maintenant, on va démarrer avec... Gloria, émerveille-vous. C'est 5 sur 100, je suppose. Je vous reçois bien. Parfait. Oui, je vous reçois aussi. Donc, on va commencer avec le digital, naissance et évolution. C'est quoi cette affaire de digital? Comment c'est né? Comment ça a évolué en sorte qu'aujourd'hui, on nous dise que les réseaux sociaux sont incontournables, qu'il est incontournable d'être visible sur Google? Comment ça se fait que dans votre téléphone que vous avez entre les mains, parfois vous voyez les publicités de Gliotis, alors qu'on ne vous connaît pas, on n'a pas demandé votre avis. Donc, on va voir comment les choses ont évolué jusqu'à cette situation-là. Et dans les prochaines séances, on va voir comment effectivement concevoir les campagnes digitales adaptées. Mais avant d'y arriver, je vais vous présenter ce schéma-ci. C'est le schéma de l'évolution de la technologie. Et là, vous allez voir que nous avons fait un rapprochement avec l'évolution de l'homme. Ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que les chrétiens disent que c'est Adam et Ève, et voilà. Alors que les scientifiques disent qu'on a eu des Homo sapiens, Homo erectus, etc., jusqu'à arriver à des personnes comme nous. Donc, tout comme les choses ont évolué dans le temps, la technologie aussi a évolué avec le temps. Vous savez, un peu comme l'histoire du marketing, on dit qu'avant, les gens ne se préoccupaient qu'à produire en masse. À un certain moment, tout le monde pouvait produire en masse avec les progrès scientifiques et techniques, avec la machinisation, tout le monde avait la capacité de produire. Et le marketing est né à partir de ce moment-là parce que tout le monde produisait la difficulté. Le challenge maintenant, c'était la vente. Les gens se sont rendus compte que leur cible est sensible à la qualité du produit. C'est pour ça qu'en marketing, on parle de stratégie de produit. Et on développe des stratégies pour offrir le meilleur produit qui correspond au mieux aux attentes du client final. C'est ainsi qu'on fidélise les clients avec des produits de bonne qualité. Avec également le challenge qui était au niveau de la vente, les entreprises, à ce moment-là, en faisant des recherches, ont compris que le client, en plus de la qualité du produit, était aussi sensible au prix. Donc, quel est le prix psychologique du client? Quel est le prix auquel un client s'attend? Quel est le prix qu'on va lui proposer? Il va acheter à coup sûr. C'est pour ça que les entreprises, généralement,
développent des stratégies de prix. Il y en a qui ont des stratégies d'alignement sur la concurrence. Comme on vend déjà la bière à 500, d'autres sont à 650, moi je me mets à 600 francs. Ça, c'est une stratégie de prix. Il y en a qui disent que non, je vais être toujours plus cher que mes concurrents parce que je veux me positionner en marque premium. C'est un peu le cas de Guinness. Guinness qui, pour la même quantité, vend toujours 2 fois plus cher que les autres. C'est une politique de prix et de positionnement choisie par certaines entreprises. Les entreprises comprennent également qu'au-delà du produit et du prix, il y a un facteur qui détermine les ventes. Il y a la communication. La façon avec laquelle vous communiquez a une influence sur votre cible. Et quand ça influence, certaines personnes qui ne pouvaient même pas acheter se retrouvent en train d'acheter parce que la chanson du produit la chante dans leurs oreilles tous les jours. Et enfin, il y a la stratégie de distribution. Vous pouvez avoir le meilleur produit, vous pouvez avoir le meilleur service, mais si les personnes qui vivent dans tel quartier à Cotonou ou bien dans tel quartier à Douala n'ont pas accès à ce produit-là, quand ils arriveront dans les points de vente, ils achèteront toujours le produit concurrent. Donc, c'est pour ça qu'en marketing, il faut associer toutes ces 4 stratégies-là pour être sûr qu'on a le meilleur produit qui est vendu au prix attendu, au prix psychologique de la cible. La publicité de ça donne envie de consommer le produit. Et ensuite, quand les gens veulent acheter le produit-là, ils partent dans la boutique qui est juste à côté, ils trouvent effectivement le produit. Quand l'un seul de ces critères manque, l'entreprise court de gros risques de ne pas atteindre ses objectifs commerciaux. Donc, à l'ère de la machinisation, quand il y a eu des surproductions, les entreprises étaient obligées de faire du marketing. Sauf que les choses ne sont pas arrêtées à ce niveau. La technologie a continué d'évoluer. Et ça, c'est pour vous faire comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on va arriver dans les années 2007. Donc, le monsieur de l'écran qui a son smartphone. Quand on va arriver à ce niveau, vous vous rendrez compte que cette chose qu'on appelle le digital, c'est tout simplement la conséquence la plus récente du développement technologique. Il y a eu le développement de la technologie avec la machinisation et tout, qui a fait naître le marketing avec ces différentes stratégies dont je viens de vous présenter. Les choses ont évolué jusqu'à l'ère du numérique où les smartphones et tout ça ont fait en sorte qu'on nous qualifie de génération tête baissée et de tout ce qui va avec. Conséquence, personne d'entre vous ne regarde plus la télé, personne n'écoute plus la radio. Personnellement, moi, je n'ai jamais acheté un poste radio. Ça veut dire que s'il y a une entreprise qui me calculait par un spot à la radio, c'est qu'elle m'a loupé. Elle ne va jamais m'avoir par la radio. Qui d'entre nous a déjà acheté un journal? C'est-à-dire, il va au kiosque, il dit, je veux le quotidien tel, il achète tous les jours, il lit. Aujourd'hui, avec le digital, c'est extrêmement rare. Donc, les entreprises qui jadis communiquaient par les médias presse écrite, les médias radio, aujourd'hui, il y a certaines couches de la population que si elles calculent, elles ne vont jamais les avoir par ces médias-là. Conclusion, les entreprises, vous êtes obligées de faire le marketing, la communication digitale. Parce qu'il y a une nouvelle cible qu'on qualifie de jeunesse Android, de génération tête baissée et tout ce qu'on connaît là. Beaucoup d'entreprises, parfois, quand on leur dit il faut activer votre marketing digital, il faut faire le marketing digital, ils pensent que c'est un phénomène de mode. Que voilà, tel veut recruter un community manager, moi aussi je vais recruter. Tel dit qu'il fait le SEO, moi aussi je vais faire ça. Mais pourquoi exactement on est contraint de faire tout ça aujourd'hui? En fait, c'est une conséquence des changements de comportement des hommes dans la société. Avant, je me souviens, quand on était encore tout petit chez nous, nous étions les seuls au quartier qui avions un poste téléviseur. Tous les enfants du quartier à 18h, certains d'entre vous vont se souvenir, il y avait le dessin animé Raham. Il y avait Raham qui commençait, je crois, à 18h parce qu'à l'époque, la chaîne nationale camerounaise commençait à 16h, après 18h, petit à petit avant de faire 24h sur 24. Donc, tous les enfants du quartier venaient le soir voir Raham chez nous. Les choses ont évolué. Le média télévision devient de plus en plus banal au fil des jours. Donc, face à cette difficulté de toucher sa cible par le média télé, les entreprises aujourd'hui sont obligées
de se lancer dans les médias du numérique. Et c'est ça qui fait c'est ça qui justifie toute la place des médias du numérique aujourd'hui. On va arriver dans les détails de comment ils fonctionnent et vous allez vous rendre compte que le marketing digital est 10 fois plus puissant que les anciennes techniques de marketing, notamment au niveau du ciblage temporel, du ciblage par sexe, par tranche d'âge, par comportement même. On va arriver à ce niveau-là. Donc, je vais revenir au XVIe siècle. Donc, je vous invite à regarder l'écran. Au XVIe siècle, et je vais commencer à présenter l'histoire depuis le tout début. Alors, au XVIe siècle, c'est l'ère où un scientifique, et vous allez vous rendre compte pendant toute cette présentation que, en fait, c'est les scientifiques en fait, qui nous dirigent la vie. Hein. À chaque fois qu'ils développent une nouvelle chose, on devient accro à ça, ça change nos comportements et les entreprises sont obligées d'adapter leur stratégie par rapport à notre nouveau comportement. Donc, au XVIe siècle, je crois que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Alors, quand il invente l'imprimerie, c'est comme ça que le média presse écrite voit le jour. Vous allez voir le primate là, il a un journal en main. Le journal, à cette époque-là, est un média de communication très fort. Parce que toutes les entreprises qui veulent avoir un peu de visibilité allaient dans le journal et disaient que, bon, comme aujourd'hui, vous allez parler du président Paul Biya, il a voyagé, ou bien de Kanto, il a créé les embouteillages là. Quand vous parlez de ça, mettez la publicité de mon produit à tel niveau. Là, toutes les personnes qui s'intéressent à cette information seront touchées par ma pub. Et c'était le média le plus fort parce qu'il n'existait rien d'autre que celui-là. Les entreprises alors développaient des stratégies pour être présents, soit en première de couverture, soit en insertion, etc., etc. C'était ça, la façon de communiquer ou de faire du marketing. Après maintenant cette époque du XVIe siècle, restons même dans cette époque du XVIe siècle, vous allez vous rendre compte que c'était même la tendance. Si vous regardez les anciens films, vous verrez que dans les films de détectives, il y a certains messieurs parfois qui mettaient les anciennes vestes là, chacun le journal en main là, et ils marchent dans la rue comme ça. C'était pour montrer que je suis un homme d'affaires, je suis informé. J'ai le journal, toi tu n'as pas le journal. Vous allez voir aussi que dans certains anciens films, parfois les détectives, ils vont quelque part s'asseoir, ils croisent les pieds, ils baissent la tête comme s'ils lisaient le journal, alors qu'ils sont en train d'espionner quelqu'un. C'est en fait parce que le journal était le média très fort. On savait que quand quelqu'un a le journal, toute son attention était à l'intérieur. Donc, quand on voit un monsieur assis avec le journal, on ne pouvait même pas soupçonner qu'il est en train de nous regarder, de nous espionner. Parce qu'on savait qu'il a de l'or entre les mains, il a de l'information. Donc, il est concentré dessus. Donc, pour déjouer l'attention des personnes, généralement, à l'époque, on utilisait le média de communication le plus fort, qui est le journal, pour faire un semblant de ne pas s'intéresser à ce que les gens font. Donc, et le journal écrit comment il faisait pour être lu par tout le monde. Vous voyez aussi dans certains films américains, les vieux films là, les familles s'abonnaient. Et chaque matin, il y a des jeunes là à vélo qui lançaient le journal devant la porte de tous les abonnés. Et c'est comme ça que toute une ville entière pouvait être au parfum de l'information en temps réel chaque matin parce que le journal a récapitulé tout et il a dispatché. Après, maintenant, la technologie continue d'évoluer. Un inventeur encore découvre ce qu'on appelle les fréquences de modulation. Donc, on appelle ça comment? Les ondes FM. Les ondes FM, en fait, sont les ondes à travers les ondes radio qui permettent d'être dans une ville et de capter la radio qui est dans une autre ville. Pas besoin de fil, rien. On est à la maison, on capte une radio et on a les informations de tout le pays en temps réel. À cette époque, dans les années 1800, c'est une grosse innovation dans le monde. Une innovation tellement grande que certaines personnes ont dit « je ne veux plus acheter le journal ». Parce que le journal, en fait, c'était un condensé d'informations de la veille. La veille, il y a eu des événements dans la ville. Les journalistes en ont fait des articles,
mis dans le journal et le lendemain, on a distribué. Alors qu'avec la radio, pendant que c'est en train de passer, il y a un journaliste là qui est là, il vous fait le direct. À la radio, on dit journal de 20 heures, on n'attend plus le lendemain. Ça passe directement à la radio. Et la radio a un avantage par rapport au journal. Le journal, même qui à cette époque était en noir sur blanc. La radio a l'avantage que le journaliste peut argumenter comme il est en train de vous parler là. Or, dans un journal, on lit virgule, point et tout et tout. Si on ne comprend même pas beaucoup, on ne peut même pas savoir avec quelle énergie la personne parle. Parce que parfois, l'énergie communique également la pertinence de l'information qu'on est en train de transmettre. Le journal ne communique pas ces émotions, cette énergie-là, le journal n'a pas. Donc, à cette époque, alors, les hommes se rendent compte qu'il faut absolument que j'ai un poste de radio. Parce qu'avec le radio, j'ai la primeur de l'information à temps. Je n'attends pas que le lendemain arrive. Les hommes alors commencent à acheter la radio progressivement. Tout doucement, on achète les radios. Une anecdote encore, je me souviens jusqu'à aujourd'hui, dans mon quartier de naissance, il y a un papa là qui est déjà vieux. Il se comporte toujours comme le monsieur des années 1800 là. Il a son poste de radio là, il ne s'en sépare jamais. Parce que pour lui, c'est que non, nous on est dans les infos depuis longtemps. Vous les jeunes là, c'est pour vous là-bas. Nous, on a la radio depuis. Donc, le papa là, je ne sais pas s'il comprend même encore bien français et tout, mais il a toujours son poste radio là. Il marche comme ça, mais il a sa radio. Donc, pour vous montrer à quel point le média radio avait eu un impact dans la vie des hommes à cette époque-là. Et une fois de plus, les entreprises se rendant compte que quand tu salues quelqu'un dans la rue, il ne t'écoute même plus parce qu'il est là. Tu veux même partager un flyer sous bien et tout. Non, il est là. Les entreprises disent que même, on va entrer dans ses oreilles par la radio. Et c'est comme ça que les entreprises développent ce qu'on appelle les spots. Ils t'envoient ça à la radio. Quand tu es en train d'écouter le journal, à un moment, on dit minute, les brasseries du Cameroun ont fait ceci. La bière, elle dit maintenant 100 francs la bouteille. Mais c'est fini. Ça t'a touché. À coup sûr, si tu es un buveur d'alcool, tu vas partir dire j'ai appris que c'est 100 francs, donnez-moi 10 bouteilles. Donc, voilà en fait comment les entreprises subissent les conséquences de l'évolution technologique. La presse écrite a vu le jour, la radio ensuite a vu le jour, les hommes à chaque fois changent leur comportement et les entreprises sont obligées de changer de stratégie de communication. Dans les années 1900, dans le début des années 1900, un autre scientifique encore invente ce qu'on appelle la télévision ou le poste téléviseur. Et ça vient encore changer, bouleverser plein de choses dans notre société. Donc en 1900, la télé est venue, on a même cru que ça devait éteindre la radio. La télé est un média tellement puissant parce que ce qu'on écoute à la radio, à la télé, on écoute aussi, mais en plus, on voit. La télé a un pouvoir de conviction très élevé par rapport à la radio pour certains types de produits, par exemple. Je prends un exemple. Si on vous parle de l'actualité politique, Paul Biya est monté, etc., le journal de 20 heures, oui, il n'y a pas de problème. Parce que de toutes les façons, vous n'allez jamais voir Paul Biya. Donc, vous écoutez, vous avez l'information, c'est très intéressant. Maintenant, à la télé, parfois, oui, on va montrer des vidéos et tout, c'est un peu plus intéressant. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'un produit de consommation. Si on vous dit dans le journal que McDonald's est arrivé au Cameroun, ils vendent le hamburger à 1000 francs et tout, ah, c'est bien, vous avez une information. C'est à la radio, on vous passe un spot. Pour le McDonald's, ça coûte comme en promo, ça coûte comme ça, c'est acheté 2 sous et tout. C'est aussi intéressant, on vous a donné la même information, peut-être de manière vocale. Mais à la télé, quand le sport va commencer, vous allez voir le McDo comme ça, là, les trucs de ça vont couler comme ça et tout, vous commencez à saliver, on n'a même pas encore parlé. Du coup, votre bouche là, la salive fait comme ça, vous avez envie de manger le hamburger en question. Donc, la télé vient avec un nouvel avantage que tous les médias avant cette période n'avaient pas. Et c'est comme ça que beaucoup d'entreprises ont ouvert le média télévision, dire que je veux passer mes pubs ici. Parce que quand ma pub passe ici, à coup sûr,
ça m'apporte il y a de la réaction auprès de ma cible. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire, il faut qu'on retienne bien, ça ne veut pas dire que à l'ère de la télé, la radio est inutile, ou à l'ère de la radio, le journal écrit est inutile. Parce que même avant l'ère de la presse écrite, il y avait une façon de communiquer dans l'Antiquité. Pour ceux d'entre vous qui regardaient souvent des films romains, vous allez voir que César avait un buteur, un crieur, un ceci, un cela. Le crieur de César, c'était celui qui allait annoncer la nouvelle à la cité. Donc, dans les enseignes, vous voyez souvent des choses du genre, quelqu'un qui arrive, il monte sur un levier là, au marché, et il dit aux gens, approchez, approchez, les gens viennent, et il partage une information avec eux. Quand la presse écrite n'existait pas encore, c'était le seul moyen de réunir des foules pour leur partager une information. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'imprimerie, donc même le papier, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de radio, pas de télé, rien. Donc, il suffisait juste d'arriver où il y a une grande foule. Tu profites, tu cries plus que tout le monde et on t'écoute plus que tout le monde. C'était comme ça qu'on communiquait. Et pendant que ça se faisait, ceux qu'on pouvait qualifier d'entrepreneurs, eux, ils venaient faire du networking. Quand ils arrivent, ils voient quelqu'un d'autre qui commence à parler, je vends telle chose de toi, tu vends comment, on peut faire des partenariats. C'était comme ça la communication ou le marketing se faisait. Donc, vous remarquez que la technologie a évolué, elle a fait changer, elle a changé la mentalité des hommes qui sont passés des lecteurs de journal aux personnes qui arrêtent la radio, ensuite aux personnes qui sont tout le temps devant la télé. Mais après les années 1900, on est entré dans une ère qui va encore totalement bouleverser les choses. C'est l'ère de l'informatique qui va commencer. Après l'informatique, c'est l'ère de l'Internet. Et après l'ère de l'Internet, c'est l'ère du digital dans laquelle les hommes vont entrer. Et l'ère du digital, en fait, vient tout bouleverser dans notre société, carrément tout. Et je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous voulez comprendre pourquoi tous ces changements, pourquoi on vous appelle, vous ne décrochez pas, on fait le WhatsApp, vous avez déjà répondu. Donc, c'est l'une des conséquences du digital. Donc, on va y arriver. Alors, l'ère de l'informatique, dans les années 1900, vers la fin des années 1900, un scientifique encore invente l'ordinateur. Au départ, les ordinateurs n'étaient pas comme ceux que vous voyez là. Les ordinateurs étaient beaucoup plus costauds que ça. Les laptops sont venus, ça fait à peine, je dirais, 2 dizaines d'années. Donc, un scientifique invente les ordinateurs. Les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. L'ordinateur a un gros avantage par rapport aux autres médias. Déjà qu'à la base, l'ordinateur n'est pas un média. L'ordinateur est un outil de travail qui permet de faire des grands calculs, etc., etc. Donc, à partir du moment où Internet voit le jour, avant qu'à travers un ordinateur, on a accès aux médias Internet. Internet est un média, pourquoi? Parce qu'à travers Internet, on peut communiquer. Un peu comme à la télé. La télévision est un média et la télévision a ses supports. En marketing, on dit un média, c'est un canal à travers lequel on peut passer des informations. Et un support, maintenant, comment je vais prendre l'exemple papa. On a le média télévision qui a plusieurs supports. Canal 2, c'est un support du média télévision. CRTV, c'est un support. Equinox, c'est un support, etc. Côté radio, la radio, c'est un média. ABK, c'est un support. Le Poste National, et ainsi de suite. Internet, maintenant, c'est un média qui a plein de supports. On a Google qui est un support à travers lequel on peut passer de façon spécifique des informations. On a les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, qui sont différents types de supports. Donc, décider de se lancer sur le média Internet ou sur le média digital, il faut également choisir les supports adaptés à sa communication. On peut choisir le support Facebook parce que c'est le support du média Internet qui touche tout le monde. On peut choisir LinkedIn parce qu'on a une cible professionnelle, on veut toucher des corporates et ainsi de suite.
Donc, Internet dont voit le jour vers la fin des années 1900 et on verra ici qu'on a connu 3 ères d'Internet. Ce qu'on a appelé le Web 1.0, le Web 2.0 et le Web 3.0. Donc, pour ne pas trop parler seul, je vais vous retourner un peu la question. D'après vous, ça peut vouloir dire quoi? Web 1.0, 2.0, 3.0. Qu'est-ce qui peut marquer ces changements dans l'ère de l'Internet? Donc, priorité à ceux qui sont en ligne. Donc, Gloria, si tu as une idée. Ton micro, il est coupé. Réactive-le d'abord. Oui, allô? Oui, allô? On t'écoute. Reposez votre question, s'il vous plaît. Ok, je disais, d'après vous, ce qui marque l'évolution du web? On est passé du web 1.0 au 2.0 et au 3.0. Ok. Je n'en ai aucune idée. Okay. D'accord. Merveille, tu as une idée? Je n'ai pas vraiment d'idée. Je ne sais pas si c'est la façon dont les gens ont commencé à plus y aller sur le web qui a permis que ça évolue un peu plus avec le temps. Ok, donc on revient en salle. Carole, tu as une idée? Ouais, bah, je pense que c'est des questions. Bon, comme toute chose, il y a une évaluation en fonction de, comme les réalités. En fonction de la façon dont l'État est utilisé, il y a une amélioration. Ils ont dû peut-être observer les manquements et améliorer les points 1, 3 et puis que les points 1, 3 là expriment en quelque sorte l'évolution de l'Internet. D'accord. Rappelle-moi ton prénom. Et Émilie. Oui, tu as une idée? Ok. Carole, tu as Laure. moi, ça va être dans tous les sens dans ma tête. Comment expliquer jusqu'à présent, je me suis jamais posé une question. Je passe le temps à dire 1.0, 2.0. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai vraiment jamais pensé sur la question. Ok. Je suis dans le. Je suis la même notion. Daniel, toi, tu peux. C'est un truc. En fait, on sait qu'ils ont des évolutions, mais précisément à quel niveau, ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de 1 ou 2? D'accord. Donc, je vais vous apporter des éléments de réponse. En fait, quand Internet voit le jour, Internet n'est pas démocratisé. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui a accès à Internet. Et quand on dit accès à Internet, ça veut dire que quand on va même sur Internet, il y a des sites web qui existent. Est-ce que c'est n'importe qui à ce moment-là qui peut décider d'avoir un site Internet personnel? Non. À l'époque, à l'ère du web 1.0, donc au début de l'Internet, il n'y a que des grands privilégiés dans le monde qui ont la possibilité d'avoir des sites Internet. Des personnes comme Microsoft, comme IBM, etc., etc. Ce sont des géants de l'Internet à ce moment-là qui ont le privilège. Comme, il y a des plateformes comme Wikipédia qui existent. C'est la raison pour laquelle, pour nos mémoires, généralement, quand on disait je m'en vais faire des recherches sur Internet, on va prendre une citation de Wikipédia, on va prendre une citation sur le site de Microsoft, on va mentionner ça comme référence. Et généralement, aux soutenances, on ne discute pas les références. Parce qu'on sait que non, c'est une plateforme scientifique qui a donné cette référence-là. Et quand même on veut utiliser ces données-là sur Internet,
on n'a pas la possibilité de donner notre point de vue à l'ère du web 1.0. Tu te connais sur Internet, tu vois ce qu'on a dit, tu ne connais pas qui est derrière le site Internet, comment le contacter et tout, tu ne connais pas. Parce que les sites Internet à cette époque sont statiques. Tu reviens une semaine plus tard, tu vas voir le même contenu présenté de la même façon. On disait en fait que c'est l'ère du web 1.0 parce qu'à cette ère du web, là, on a un seul acteur du web. Nous sommes tous des consommateurs de l'information. On allait sur Internet, on copie ce que les acteurs ont mis et on rentre consommer ça dans nos mémoires ou bien dans notre vie quotidienne. Donc, web 1.0, ça veut dire qu'on a un acteur du web qui est le propriétaire du site Internet. Quand il vous donne l'information, il ne discute pas avec vous. Et vous consommez l'information comme vous voulez. Ça, c'est l'ère du web 1.0. Ensuite, Internet a continué de se démocratiser. C'est toujours les scientifiques. Et cette fois, on va pas trop dire scientifiques, on va peut-être dire des informaticiens. Ce sont eux qui ont permis à Internet de se développer davantage. Et la démocratisation d'Internet a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir son site Internet. Je vais prendre un exemple banal. Un scientifique, un informaticien a créé ce qu'on appelle des CMS, comme WordPress, Joomla, Magento, Drupal, PrestaShop. Vous connaissez ce que c'est que les CMS? Alors, les CMS, en fait, CMS, c'est l'abréviation de Content Management System. Ça veut dire système de gestion de contenu. C'est une sorte de logiciel qui vous permet de créer un site Internet en 30 minutes. Je prends un autre exemple. Si vous voulez installer un lecteur pour voir les vidéos sur votre ordinateur, vous allez chercher tel le setup, le VLC. Cliquez, suivant, ton ordinateur commence à lire les vidéos. Toi-même, tu n'es pas informaticien, tu n'as même pas besoin d'être informaticien pour ça. Le CMS, c'est presque la même chose. Tu as une entreprise, tu veux un site Internet, tu télécharges un CMS, tu l'installes aussi, tu dis suivant, à la fin, ton site Internet s'ouvre. Bon, quand je dis suivant, c'est pas aussi que c'est pour moi, suivant. Quelque part, on va vous demander, c'est quoi le nom de votre entreprise? Vous mettez le nom de votre entreprise, on va vous dire, vous avez un nom de domaine, monentreprise.com, vous dites oui, vous achetez le nom de domaine, vous le greffez, on va vous dire, le menu de votre site Internet, c'est quoi? Vous voulez qu'on ait accueil à propos de l'entreprise, nos expertises, nos produits, vous mettez seulement les noms là. Le CMS saura comment il va organiser ça, comment il va agencer. Le design, c'est le CMS qui s'occupe de ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire que je veux que le logo de mon site soit ici. Je veux que le menu commence par accueil, à propos de l'équipe, nos expertises, nos machins. Vous écrivez seulement ça et le CMS s'occupe de faire le design. Si vous, le mot du directeur général, vous filmez le DG, vous mettez la photo s'affiche à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien. Vous n'avez besoin de rien connaître en informatique. C'est la raison pour laquelle je pense que quelqu'un d'entre vous me disait l'autre jour que, monsieur Simon, est-ce que 6 mois vont suffire? Vous dites qu'on va créer des sites Internet. 6 mois, moi je lui ai dit que on va créer des sites. On va utiliser un CMS WordPress. C'est le CMS le plus utilisé dans le monde actuellement. Il permet de créer facilement les sites Internet et d'administrer les sites Internet au jour le jour. Si tout de suite, là, le DG vous dit qu'il faut mettre telle chose sur votre site Internet, vous vous tournez, vous faites comme ça, c'est parti. C'est plus les affaires des temps où quelqu'un dit au DG que bon, il faut entrer dans le code de source, je vais aller dans le serveur, il fait une semaine. Avec le CMS, dès qu'on donne, tu prends, tu copies, tac, tu justifies le texte comme sur Word. Ou tu mets la photo comme sur un fichier Word et tu valides, la page est publiée. Tu partages sur les réseaux sociaux le lien de la page créée. C'est hyper facile. Mais c'est quelque chose que si on ne vous montre pas, si on ne vous forme pas dessus, vous ne saurez pas que c'est aussi facile. Donc, les informaticiens créent des CMS à l'ère du web, vers la fin de l'ère du web 1.0. Et les CMS viennent maintenant démocratiser de plus en plus Internet. N'importe qui à ce moment-là peut créer son site web personnel. Je peux créer un site orelsimon.com. Chacun d'entre nous peut créer son site. Donc, le privilège d'avoir un site Internet n'est plus réservé au Microsoft, IBM, Wikipédia. Chaque entreprise peut désormais avoir son site Internet. Là, on commence à avoir
une licence de plus en plus croissante des sites web dans le monde. Si à l'époque, on avait seulement 10 sites Internet qui existaient, on commence à passer à 100, à 1000, à 10 000, à 1 million de sites Internet. Et au fur et à mesure, les sites Internet ne continuent que de grandir. L'autre avantage maintenant des CMS, c'est que le CMS vient avec d'autres fonctionnalités déjà intégrées. Vous pouvez, sur Wikipédia, quand vous lisez, souvent vous finissez des livres, vous copiez ce que vous voulez copier, vous partez avec. Sur les CMS, quand vous finissez de lire un article, à la fin, il y a commentaire. Toi, tu donnes ton point de vue. Si on a menti, tu dis vous mentez. En fait, la vérité, c'est ceci. Et c'est ça qui marque le fait que vous-même, vous devenez acteur de la création de l'information sur Internet. Donc, à l'ère de la démocratisation de l'Internet, les internautes deviennent des acteurs. Non seulement ils créent leur propre site Internet, mais ils peuvent challenger les informations qu'ils voient, dire que ceci n'est pas bon, ceci c'est bon, tu mens, etc., etc. Et c'est ça qui fait que Internet a maintenant deux acteurs et on parle de Web 2.0. Donc, ce qu'on retient, c'est que le Web 1.0, c'est l'ère du Web statique. On a un seul acteur. Et le Web 2.0, c'est l'ère du Web dynamique. On a deux acteurs. L'internaute devient aussi acteur de la création de l'information sur le Web. Il contribue aussi à l'amélioration de la qualité des informations sur Internet. Maintenant, l'ère du Web 2.0 est un peu longue. Un peu longue, pourquoi? Parce que vous allez voir maintenant qu'à l'ère du Web 2.0, il y a des métiers du marketing digital qui ont commencé à voir le jour. Donc, quand je vais vous dire ça tout à l'heure, que tel métier, vous allez dire, ah, c'est là que vous allez comprendre. On fait le marketing digital aujourd'hui sans même comprendre quand ça a commencé, pourquoi on fait même ça. Ça vient résoudre quelles difficultés? Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'à l'époque, il y avait une grosse difficulté. Donc, les sites Internet voient le jour de façon beaucoup plus abondante. On passe à des milliers et des milliers de sites Internet qui existent et qui se posent un problème. Avant, il existait peut-être 3 sites Internet dans le monde. Microsoft, IBM, Wikipédia. Je ne prends que ces 3 exemples-là. Bon, à notre époque, on était plus jeune, il y avait Yahoo. Tout le monde allait sur Yahoo. On faisait les recherches dans Yahoo. On avait Yahoo Messenger à l'intérieur. On faisait les mails à l'intérieur. On avait tout dedans. Donc, à l'ère de... Quand on était un peu plus jeune, tout le monde était sur Yahoo. On avait des adresses Yahoo, etc., etc. Et on faisait tout à l'intérieur. Donc, quand Internet se démocratise, sur le net maintenant, quand quelqu'un vous dit « je m'en vais faire des recherches peut-être dans le domaine de la botanique », lui-même en sortant de la maison ne sait pas « je pars sur quel site Internet ». Lui-même ne sait pas « je pars sur quel site ». Quand on avait besoin des informations scientifiques, on savait qu'on va sur tel site. Informatique, on sait qu'on va sur Microsoft ou sur IBM. Quand on voulait avoir les informations sur des penseurs et tout, on sait qu'on part sur Wikipédia. Maintenant, j'ai un problème précis. Je m'en vais où? Il existe que peut-être, il existe à ce moment de la démocratisation d'Internet, peut-être 10 000 sites Internet. Je ne connais même pas ces sites Internet-là. Si je vous dis maintenant que l'association des machins, ils ont un site web, vous allez faire comment? Il y a peut-être 50 associations, 1000 associations au Cameroun. Je vous dis que l'association des tels ont un site web où ils disent que machin, allez faire les recherches. Vous allez faire comment? Vous allez dire que c'est quoi leur adresse? Parce qu'avant, quand on allait sur Internet, il fallait avoir le 3W de quelqu'un pour ouvrir directement pour accéder à ce site. Donc, à cette ère de démocratisation de l'Internet, il y a encore un informaticien ou des scientifiques qui se disent que il y a tellement de sites Internet aujourd'hui là qu'il faut faciliter la vie aux Internet.
quand quelqu'un va faire des recherches sur un domaine précis, il ne faut pas qu'il ouvre Wikipédia, il voit que non, c'est pas ça, il fait. Il ouvre celui-là, il fait. Il ouvre celui-là, il fait. Il faut qu'il y ait une plateforme qui recense tout sur Internet, qui organise, qui classe. Et quand je lui pose mon problème, lui, il fouille les sites Internet qui ont ça et il me propose par ordre de pertinence pour m'éviter de perdre tout le temps. Et là, les moteurs de recherche voient le jour. Donc, les premiers moteurs de recherche voient le jour à partir de l'ère du Web 2.0, où la démocratisation de l'Internet a fait en sorte que des milliers de sites Internet naissent et les internautes, du coup, quand ils vont sur Internet, ne savent pas par où commencer pour faire des recherches. Ils ne connaissent même pas quel est le 3W des sites Internet. Du coup, il faut qu'ils aillent dans les moteurs de recherche pour dire formation marketing digital au Cameroun avant de voir Griotis. Parce que si vous qui avez besoin de formations en marketing digital, pour être vrai, nous, on n'est jamais passé à la télé ou à la radio. Donc, ceux d'entre vous qui ont vu, soit ils ont fait une recherche sur Google, ils nous ont vu, ils ont cliqué, avant de découvrir qu'il y a un centre là qu'on appelle Griotis. S'il n'y avait pas ça, vous ne saurez pas que l'on existe. Alors qu'on existe depuis plusieurs années, on a un site Internet, on est actif par-ci, par-là. Donc, les moteurs de recherche ont une place très importante aujourd'hui à l'ère ont une importance très élevée à l'ère du Web 2.0. Alors, à cette ère du Web 2.0, avec la naissance des moteurs de recherche, les entreprises restent là et ils se disent, mais tiens, il y a un scientifique là qui a créé un truc là qu'on appelle Google. Moi, je vends les voitures. À chaque fois que les gens veulent des belles voitures, ils tapent belles voitures, ils ne me voient jamais, ils voient seulement mes concurrents. Je vais prendre un exemple banal. Je suis Toyota, je suis une entreprise japonaise. À chaque fois que les gens disent que je veux une Toyota pick-up, ils tombent sur, je veux un pick-up et tout, ils tombent sur un pick-up Renault ou un pick-up Mercedes, parce que ceux-là ont des sites Internet et ils ont été bien référencés sur les moteurs de recherche. Du coup, toi qui ne sais même pas qu'il y a une marque au Japon qui s'appelle Toyota, tu vas acheter les Mercedes. Maintenant, les entreprises se rendent compte de ça, mais il y a un moteur de recherche là qui référence nos sites Internet, nos contenus et qui classe. Et ce moteur de recherche là, à chaque fois, propose les gens. Il se base sur quoi? Pour proposer celui-ci avant celui-ci, avant celui-là. Et pourquoi moi, il ne m'affiche pas? L'autre me dit qu'il a vendu parce que le client dit que je cherchais sur Google, je vous ai vu et tout le temps. Moi, je fais comment pour qu'on me voit aussi? Et c'est là que l'un des leviers du marketing digital a vu le jour, le métier de référencement naturel dans les moteurs de recherche. Les entreprises, quand elles créent leur site Internet, elles ne s'arrêtent pas là. Elles font ce qu'on appelle le Search Engine Marketing ou le référencement naturel dans les moteurs de recherche, qui consiste à agir sur un ensemble de critères sur son site web qui font en sorte que Google dise que ce site Internet, il est plus sérieux que les autres. Et quand maintenant quelqu'un fait une recherche peut-être de Toyota pick-up, de voiture pick-up, il va maintenant dire non, j'ai vu que Toyota a créé son site Internet. Toyota vend aussi des pick-up comme Mercedes. Et quand il lit le contenu de Toyota, il voit que Toyota apparemment est meilleur que ceux-là. Et il vient maintenant sur le moteur de recherche. Quand quelqu'un tape voiture pick-up, il met Toyota maintenant numéro 1. Et Mercedes descend et les autres marques descendent. Les marques qui sont visibles en priorité dans les moteurs de recherche sont les marques qui reçoivent le plus de prospects. Et ce sont les marques qui vendent un peu plus. Parce que quand tu as une très bonne stratégie de référencement dans les moteurs de recherche, tu n'as plus besoin de dire aux gens, je vends, je perds, je vends, je perds. Tu te couches chez toi, tu dors. Les gens font les recherches sur Internet et ils le feront toujours. Quand quelqu'un a un problème, a des difficultés, il pose son problème à Google, Google trouve un site Internet qui a la solution et on lui propose ça. Et si vous avez pu dire à Google que je suis la personne qui a les meilleures solutions, Google vous proposera tous les jours à ces gens-là. Et c'est comme ça que chaque matin, vous allez voir que 50 personnes ont visité mon site Internet. Vous les appelez, vous leur dites passez à la caisse, payez et vous partez. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant pour être référencé dans les moteurs de recherche à l'ère du Web 2.0?
il faut faire ce qu'on a appelé le référencement naturel. Quand une entreprise décide d'avoir un site Internet, comme les gens disent, les Français disent souvent, à quoi ça sert d'avoir un site web s'il n'est pas visible? Tu dis, je vais avoir un site Internet. Toi-même, tu cherches ton site Internet, tu ne le vois pas sur Google. Ça veut dire que le site ne te sert à rien. Je me rappelle encore de l'histoire d'un DG qu'on a rencontré une fois. Il me dit, vos histoires de digital et tout, vous me dites quoi? Moi, j'ai un site Internet, hein, et du coup, il appelle sa secrétaire. Le site Internet, là, c'est encore quoi? On fait encore comment pour ouvrir ça? Bon, nous, on s'est mis en rire. On lui a dit que si vous ne savez pas quoi faire pour ouvrir votre site Internet, encore moins vos clients. Celui qui est dans sa chambre à Bafoussam ou au nord, il a besoin de vos produits. Il va faire comment? Si vous-même, vous avez oublié. Donc, le site Internet, en fait, c'est le premier commercial de l'entreprise. Et le site Internet, qui est le premier commercial de l'entreprise, il est important parce que quand vous êtes dans votre sommeil, les gens font des recherches de produits ou de services, ils vous voient et ils viennent acheter vos produits ou vos services. Ils peuvent vous commander sur le site Internet le matin, vous livrer, mais vous avez déjà encaissé l'argent. Tandis que vous allez recruter le meilleur commercial du monde. Il va marcher sous le soleil, il va faire ci, après il va dire que convaincre les gens est difficile. Il va essayer même de convaincre quelqu'un, je vends tes produits. La première va dire, oh, dégage, j'avais votre la chose. Moi, je n'aime pas ça. Quand il va tourner le dos, la personne va dire que j'ai tapé sur le net, j'ai vu quelque chose, il me racontait ceci ou cela. Alors que ce qu'il a vu sur le net, là, c'est ce que tu voulais lui proposer. Donc, on vit une époque où les gens font beaucoup plus confiance parfois à ce qu'ils voient sur Internet. Les gens vont te dire, j'ai tapé sur le net, tout ce qui est tout de passe ton bas, voici ça. Parfois, ils oublient que c'est toujours toi qui es le propriétaire du site Internet là, et que peut-être même tu as mis une information fausse. Mais il croit à ce qu'il a vu sur le net. Donc, c'est pour vous dire que demain, quand vous serez en entreprise, quand vous allez créer les sites Internet de vos entreprises avec WordPress, vu que c'est très facile, il faut que vous fassiez un excellent référencement pour que tous les clients, je vais prendre un exemple banal, si vous travaillez chez Uber, vous vendez des cartes Visa prépayées. Lorsque quelqu'un chez lui veut faire la vente en ligne, il veut booster sa page sur les réseaux sociaux, il a besoin d'une carte Visa. Il ne sait pas quelle est la meilleure carte Visa au Cameroun. Il va aller sur Google, meilleure carte Visa au Cameroun. Uber veut qu'on le voit en premier lieu parce qu'il sait que la personne la cherche pour acheter. Ecobank veut, Afriland veut, Bissec veut, tous veulent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'entreprise mette sur pied une bonne politique de référencement. Qu'elle référence sa page qui présente les cartes Visa, en sorte que quand quelqu'un dit carte Visa au Cameroun, UBA s'affiche. Du coup, c'est un lead. Ça permet à l'entreprise parfois de vendre sans même réfléchir. Donc, voilà l'importance du référencement naturel dans les moteurs de recherche. Et c'est l'un des leviers les plus importants en marketing digital. Beaucoup de gens, vous allez voir partout les informations en marketing digital. On va vous parler de Facebook tous les jours, Twitter, etc. On va vous fatiguer avec ça. Les réseaux sociaux, en fait, c'est la plus petite partie, le plus petit module de formation en marketing digital. Les modules les plus importants, vous avez le Search Engine Marketing, qui est divisé en référencement naturel, que je viens d'expliquer, qu'on appelle encore SEO, Search Engine Optimization. On a le référencement payant, qu'on appelle SEA, Search Engine Advertising. On a la publicité digitale. Quand vous prenez votre téléphone, vous voyez les publicités s'afficher et tout, ce n'est pas l'informaticien qui fait ça, c'est le marketing digital qui le fait. Comment on crée ces campagnes-là et tout. Ça, c'est un levier du marketing digital aussi. Après ça, bon, on va vous former en community management, marketing sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et il y a un autre module maintenant qui est l'email marketing. Vous recevez des newsletters, n'est-ce pas? Voilà, donc, vous êtes une entreprise de e-commerce. Les gens achètent sur votre site web tous les jours. En s'inscrivant, ils mettent leur adresse email, leur numéro de téléphone et tout. En un an, vous avez pu vendre à 10 000 personnes. Est-ce que tous les jours, vous allez les appeler au téléphone? Non. Votre site Internet, quand ils s'inscrivent, ça récupère leurs adresses email, ça stocke dans un logiciel d'email marketing. Et quand vous avez des promotions, maintenant, vous faites une newsletter qui envoie des emails à toutes ces 10 000 personnes-là instantanément. Ça vous fait éviter les dépenses publicitaires, etc., etc. Rien qu'une newsletter vous permet de toucher tous vos clients de l'année passée.
Celui qui avait acheté le téléphone Samsung, vous allez lui dire que le chargeur de ça est disponible en promotion. Là, il peut venir, il achète encore. Mais si vous n'avez pas une bonne stratégie d'email marketing, vous allez passer le temps encore à aller à la radio, toucher les gens qui n'ont même pas besoin de votre produit tout le temps. Et c'est comme ça que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc, le dernier module de la formation spécifique en marketing digital, ce sera l'email marketing. Donc, pour continuer directement, tout à l'heure, je disais qu'à l'ère du Web 2.0, on avait les sites Internet, les gens se connectaient à leurs adresses de messagerie professionnelle comme Yahoo Mail. À cette époque-là également, l'email marketing a commencé à voir le jour. À partir du moment où tout le monde ici dans cette salle a une adresse email, ça veut dire qu'on peut aussi vous toucher de façon personnalisée par email. Pourtant, si actuellement il y a une publicité qui passe à la télé, ça vous a raté. Et une pub qui est en train de passer à la radio actuellement, on échoue. On a surtout raté la pub à la télé parce que si vous allumez même votre télé, pour ceux qui ont Canal+, vous avez 60 chaînes. La probabilité d'être devant la chaîne qui affiche la publicité, c'est 1 sur 60. Et supposons même que vous allez piéger la publicité là sur une chaîne précise. La probabilité que ça passe à l'heure où vous êtes devant la télé, c'est encore 1 sur 60. Là, vous divisez encore par 1 sur 24 parce que c'est 24 heures. On ne sait pas à quelle heure la publicité va passer. Donc, la publicité dans les médias classiques aujourd'hui est devenue très peu pertinente. Alors que même pendant cette formation-ci, le téléphone sonne, n'est-ce pas, vous allez vous cacher, vous allez un peu faire comme ça là. Vous allez un peu faire comme ça. Si c'était une pub, ça vous a touché. Et même si vous ne touchez pas tout de suite là, dès que vous allez sortir, vous allez dire enfin, la formation là, vous fatiguez, c'est fini. Vous ouvrez comme ça, vous voyez que le tapis quoi en promotion. Vous descendez, vous prenez une bouteille glacée là, vous buvez. Donc, le marketing digital, que vous soyez présent ou pas, ça va vous toucher pour finir. Alors que ce qui passe à la télé et tout, parfois on dépense, les spots publicitaires passent et ça ne touche personne. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on va continuer. Donc, après l'ère de la démocratisation d'Internet, qu'est-ce qui se passe? Ça part encore. C'est pas table est très sensible. Je vais un peu changer. Tu me vois toujours. Donc, après l'ère de la démocratisation de l'Internet, qui a fait que des milliers de sites Internet voient le jour, la difficulté à trouver l'information sur Internet a fait en sorte que les moteurs de recherche voient le jour ensuite. Et la conséquence de la naissance des moteurs de recherche côté entreprise, c'était l'obligation de faire du search engine marketing pour être bien visible afin de profiter des leads que les moteurs de recherche peuvent donner au site Internet des entreprises qui leur permettront de réaliser des ventes. Donc, voilà comment le premier levier du digital marketing voit le jour à l'ère du Web 2.0. Ce qu'on a également dit, c'est que les adresses email que les personnes utilisent pour aller se connecter sur Yahoo, sur Gmail, parce que les internautes à ce moment-là ont presque tous des adresses email. Les adresses email à ce moment sont des, je peux dire, des voies de communication aussi. Et des autres informaticiens se rendent compte également que
Si tous ceux qui vont sur Internet ont une adresse email pour recevoir les mails et tout, pourquoi ne pas développer un logiciel ou une plateforme qui permettrait de les toucher de façon massive et de façon précise? Donc, il y a alors des gens qui commencent à créer des logiciels de email marketing et c'est comme ça que le métier de email marketing voit le jour. Donc, les logiciels de email marketing sont des logiciels qui permettent parfois d'envoyer à une base de données d'1 million d'adresses email. En un seul envoi, le logiciel s'occupe d'envoyer à tout le monde et les emails sont personnalisés. Chacun reçoit son email avec son nom et avec un ensemble d'informations liées à lui, même comme c'est une seule base de données d'envoi. Je me souviens de ce que, je crois que c'était toi. Je me souviens parce qu'en fait, elle, on s'est connus, ça fait près de 4 ans qu'elle suit ce qu'on fait en ligne et tout. Et à chaque fois qu'elle recevait les newsletters, elle était sûre que chaque matin, je m'assois comme ça pour faire le mail. Non, moi, je ne me suis jamais assis pour faire le mail. Donc, il suffisait de visiter le site Internet une seule fois. Et quand vous suivez le site Internet, si je dis par exemple que télécharger ce PDF et tout, et que vous avez téléchargé le PDF que j'ai offert gratuitement, après le téléchargement du PDF, j'ai programmé le logiciel que à chaque fois, tu vas envoyer une newsletter à la personne. Pour le cas de Grévisé Digital Academy, par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont téléchargé le support de cours sur le site Internet, 2 jours après, on vous salue. On vous dit peut-être bonjour Carole, merci d'avoir téléchargé le support de cours sur votre site Internet. La formation sera comme ceci et tout et tout. Demain, je vais t'envoyer un autre email à 11h. À 11h, tu reçois encore un autre email que bonjour Carole, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 techniques de digital marketing, etc., etc. Dans 2 jours, vendredi, je vais te... Bref, voilà en fait comment on organise les newsletters dans le logiciel. Et tout se passe comme dans un entonnoir devant. On a fait en sorte que si quelqu'un était intéressé par le marketing digital et que pour une raison ou pour une autre, il a décidé de ne plus se former, mais il a quand même dit que, comme les gens, si on leur support de cours sur leur site internet, on peut télécharger. Je télécharge, ça je pars. Quand il va télécharger le logiciel, quand il va d'abord mettre son adresse email, son nom, son numéro, il va valider. Le logiciel, la plateforme va lui dire qu'on vient de t'envoyer le support à l'adresse que tu as mis là. Donc, tu ne peux pas mentir. Si tu mets une fausse adresse, ça envoie la fausse adresse. Donc, si tu tiens vraiment à avoir le support de cours là, tu mets ton adresse, ça t'envoie automatiquement et tu reçois le support de cours. Ce qui se passe derrière avec l'email marketing, c'est que quand tu mets ton adresse email, en t'envoyant le support de cours, ça stocke ton adresse email dans le logiciel comme quelqu'un qui s'intéresse au marketing digital. Et quand ça a stocké, 1 heure de temps après, ça va te dire bonjour Aurel, félicitations encore pour le téléchargement du support. On sait que tu as téléchargé. Et on va te dire que tu es bien dans la ville de Douala. Comment vont les populations de Douala? Parce que dans le formulaire, on a dit nom, prénom, adresse email, ville. Et donc, on peut même dire date de naissance. Le jour de ton anniversaire, on programme le logiciel qui va te dire joyeux anniversaire Aurel. Donc, c'est ça avec l'email marketing. Non seulement ça permet de communiquer, mais ça permet de créer une relation forte avec ses clients et ça permet de les fidéliser. Même si vous avez 1 million de clients, ça va faire le même travail pour 1 million de personnes. Et à chaque fois, vous allez voir vos clients seront tellement contents. Bonjour, Aurel, l'autre jour, le mail que tu m'as dit, parfois, on me dit ça, je ne comprends rien du tout. Mais c'est le logiciel qui a fait tout le boulot derrière. Et sachant que j'ai programmé tout ça, j'ai dit, ah oui, c'était au sujet de ceci et tout et tout. Et les gens sont sûrs que chaque matin, donc le client, en fait, c'est qu'il est mon meilleur client. Que chaque matin, je m'assois, je lui écris à lui. Je lui ai promis que je vais lui faire un mail mercredi. Mercredi à 10h, j'ai fait. J'ai dit que je vais t'envoyer un autre vendredi à 19h. 19h00, j'ai envoyé. Du coup, il va se dire, waouh, non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas cette tête. Je n'ai pas cette tête pour retenir et même le temps et tout pour faire ça. Donc, l'email marketing est extrêmement important pour communiquer avec vos clients et pour les fidéliser aussi. Hyper important. Donc, voilà le second levier du marketing digital qui voit le jour à l'ère du web 2.0. Et on fera une formation. Le dernier module de cette formation, ce sera l'email marketing. Et on va étudier avec le cas de SG Autorépondeur. C'est un logiciel d'email marketing professionnel français
qui permet justement de faire tout ce que j'ai dit là. On verra comment créer le formulaire de téléchargement, on verra comment intégrer ça sur un site Internet et on verra comment programmer les newsletters, à mettre les codes. Que quand ça t'envoie avec ton prénom. Bonjour, Laure. Quand ça arrive sur Dani, ça envoie avec son prénom et ainsi de suite. Même si on est 1 million de personnes, on va voir comment on paramètre tout ça pour les envois successifs. Après, maintenant, le module de marketing des moteurs de recherche, la publicité digitale également, à l'ère du web 2.0. La pub digitale, ça veut dire quoi? Tous les sites Internet qui existent, en fait, sont des médias. Je vais prendre un exemple. Je suis blogueur. J'ai créé mon site Internet orelsimon.com. Je parle de mes choses sur mon blog. Comme je parle de mes choses et que je suis très inspiré, peut-être 1000 Camerounais chaque jour viennent lire les combos que je fais sur mon site Internet. Alors, à un moment, MCN voit ça et me dit que mais s'il y a 1000 personnes qui viennent lire ces bêtises-là, bon, MCN ne vient pas parce que ce que je dis les intéresse. C'est l'audience que j'ai pu créer qui les intéresse. Ils vont se dire, ça veut dire que si on met une nouvelle publicité de MCN là-bas, ça va faire 30 000 personnes qui vont voir ça par mois. Au lieu de payer le gros panneau publicitaire qui est en route là, dépenser pour qu'on conçoive le truc, on va imprimer, on paye la régie publicitaire pour afficher là-bas, pour que ça touche même les bensiquineurs et tout qui ne maîtrisent pas le produit, ils vont se dire, comme Aurel Simon parle du digital, de la technologie, d'Internet et tout, peut-être qu'il y a des gens chez lui là qui aiment beaucoup, qui aiment les forfaits Internet. Alors, on va lui donner une affiche publicitaire des forfaits Internet de 5 000 DMC qui donne droit à tant. On va lui dire, Aurel, mets ça sur ton site Internet et on te paye 200 000 de mois. Eux, ils bénéficient, ils économisent parce qu'en allant là-bas, ils seraient dans les 300 400 000. Alors que sur mon blog, ça fait le même travail, la même audience. Le plus de personnes même sont sur mon site Internet pour lire mes combos et tout, qu'en route. Et eux, ils vont se dire, Aurel, c'est l'audience-là que je paye. Et c'est comme ça là que je peux avoir 1, 2, 3, 4 espaces publicitaires sur mon blog. Et désormais, je me couche dans ma chambre, je passe le temps à visiter les webs de Nathalie Koua. Je suis le premier à dire que la fille a encore fait fort et tout. Les gens pour venir lire ce que j'ai écrit. Ça me fait passer à 2000 visiteurs, 3000, 5000 par jour. C'est une grosse audience. Et quand vous êtes en train de lire ce que Nathalie Koua a fait, MCN est à côté, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, cette publicité qui s'affiche sur mon blog et tout là, comment MCN fait pour que ça s'affiche là-bas? C'est ça la publicité digitale. Comment MCN fait pour cibler les sites Internet qui ont beaucoup de visiteurs? Comment MCN fait pour savoir que ce sont les gens qui s'intéressent à Internet? Je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus pour les femmes. Vous importez des mèches MCN, vous vendez ça au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'Aurel Simon voit ça parce que ça ne m'intéresse pas. Et je n'aime même pas voir ça. Alors, vous allez identifier les sites Internet les plus visités par les femmes qui aiment la mode. Et c'est ce qu'on appelle le behavior targeting. Vous allez cibler les gens en fonction de leur comportement. Celui qui va trop visiter les Joanna Magazine et tout pour lire les articles de beauté et tout, quand il sera en train de lire, MCN va faire en sorte que ou alors l'entreprise qui vend les mèches va faire en sorte que sa publicité s'affiche exactement sur ce type de contenu-là. Les articles de politique, que quand tu as monté, ou bien tel est descendu et tout, ça ne va pas s'afficher là-bas. Donc, sur le digital, il y a la possibilité de faire en sorte que sa publicité s'affiche exactement sur les contenus qui correspondent à ce qu'on est en train de vendre. Et quand on réussit à faire ce ciblage précis-là, la probabilité de vendre est plus élevée. Sur le panneau, là, par exemple, vous voyez, on a mis là-bas One Xbet Paris sportif. Mais on n'est pas sûr qu'il y a les parieurs sportifs là-bas. Or, c'est un carrefour où tous les bensiquineurs de la ville de Douala sont là. Si une entreprise venait dire que le carburant chez nous, c'est 300, c'est approprié. Quand ils vont voir ça tous, ils vont démarrer. Et ils ne vont même pas savoir. Chacun va se dire qu'il est trop sage, mais ils vont se cogner encore les têtes là-bas pour dire que je veux le carburant. Donc, sur le digital, ce genre de choses qu'on ne peut pas facilement faire dans la vraie vie, on peut faire ça sur le digital. Maintenant, comment concevoir une campagne? Je vais prendre l'exemple. Peut-être Gloria, qui est au Bénin,
a peut-être su que nous on formait parce qu'elle a vu nos publicités au Bénin. Comment moi du Cameroun, comment nous griotistes depuis le Cameroun, on a fait qu'au Bénin, nous on soit visibles? Moi, je n'ai jamais été au Bénin, rien. Mais par le marketing digital, j'ai touché plein de gens au Bénin qui se sont inscrits à la formation. Donc, cette fois-ci, on n'est même pas en campagne au Bénin, mais Gloria était au courant, elle s'est inscrite, elle est en train de suivre la formation. Donc, si on lance une campagne de publicité digitale au Bénin, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'on devrait avoir plus de personnes au Bénin. Je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer. Tout le monde voit l'écran partagé. Je vais faire un petit exemple pour vous montrer le pouvoir du marketing digital ou alors le pouvoir du référencement dans le moteur de recherche. Si je tape formation, marketing digital au Bénin, voilà Griotis Digital Academy. Je ne sais pas si Gloria est venue participer, si elle a vu une autre publicité ailleurs, mais nous, parce qu'on maîtrise le référencement naturel, on a fait en sorte qu'au Bénin, tout Béninois qui s'intéresse à une formation en marketing digital, c'est nous au Cameroun qui le voit. Et c'est comme ça que chaque jour, Laura reçoit des WhatsApp ici. Que bonjour, je veux me former, je fais comment? Comme vous êtes au Cameroun, je fais comment et tout et tout. Tous les jours, les gens qui me contactent, ils veulent se former. Et ça, c'est gratuit. Il suffit de maîtriser les critères de référencement sur Google. Quand vous avez maîtrisé tout ça et que vous avez optimisé votre contenu, que votre contenu réponde à ces critères-là, Google vous récupère et vous met indirectement. Donc, si j'ouvre cette page, vous allez voir à quoi elle ressemble. J'ai un souci, je ne vois pas l'écran partagé. Tu es sur téléphone ou bien sur PC? Sur PC. Ok, tu essaies un peu de balayer l'écran de gauche à droite. Parce que là, c'est comment dire, mon écran, je vois juste le nom des participants. Le nom des participants, attends. Oui. Un instant. Peut-être le partage. Bien fait. Là, je vois juste la salle de classe. Ok, je pense que le partage n'était pas très bien. Oui, ok, c'est bon maintenant. Merci. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une recherche formation marketing digital au Bénin et voilà le résultat du Griotis Digital Academy qui s'ouvre. Donc, ça a demandé beaucoup de boulot de référencement naturel que, bon, comme nous on sait le faire, on l'a bien fait et ça fait en sorte que sans publicité au Bénin, sans se casser la tête, chaque matin, on voit les gens nous ont écrit. Ils disent que je veux me former. La prochaine session, c'est quand, etc., etc. Alors que si on voulait passer par la presse écrite, par le journal, par la télé, vous imaginez le nombre de millions qu'on va nous demander pour être visible au Bénin. Donc, ça, c'est une technique de marketing digital très importante, gratuite et qui apporte à coup sûr le résultat, comme vous avez pu constater. Donc, tous les jours, donc, ce que tu reçois là, alors, c'est parce qu'ils viennent ici. Soit ils téléchargent le support de formation dans ce formulaire-ci. Voilà le formulaire. Ceux qui veulent télécharger le support, ils mettent leur nom, leur adresse email ici, leur prénom, leur numéro de téléphone. Ils vont cliquer ici pour choisir l'indicatif de leur pays, dans quelle ville ils sont. Et on dit entrer le nom de votre entreprise. S'ils sont dans une entreprise, ils vont entrer et ils vont cliquer là. Ça, c'est le logiciel. Ceci est sur le site Internet, mais il est géré par le logiciel de email marketing qui est ailleurs. Donc, on crée dans le logiciel et on vient l'intégrer ici. Donc, ceux maintenant qui nous écrivent sur WhatsApp, si ils cliquent ici, pour dire qu'ils veulent nous écrire sur WhatsApp, dès qu'ils cliquent là, ça va ouvrir le WhatsApp peut-être de leur téléphone. S'ils visitent notre site Internet avec leur téléphone, et dès que ça a ouvert, ils disent bonjour, quand la prochaine session et tout, et on saisit le lead et on se met à discuter avec eux. Là, ça c'est déjà le niveau WhatsApp du centre. Vous voyez, c'est le lien WhatsApp du centre qui est déjà s'ouvrir. Donc, on va continuer.
Donc ça, c'était pour vous faire une petite démonstration de l'importance du référencement dans les moteurs de recherche. Donc, après maintenant, cette partie de référencement et email marketing et publicité digitale, Internet continue de se démocratiser. Comme je vous ai dit, on a 3 ères du web. L'ère du web 1.0, l'ère du web 2.0 et l'ère du web 3.0. L'ère du web 2.0, c'est l'ère du web dynamique où on a 2 acteurs. L'ère du web 1.0, donc je le reprends pour celle qui vient d'arriver. L'ère du web 1.0, c'est l'ère du web où on avait un seul acteur. On allait sur Internet, on lisait les contenus et on partait. Aujourd'hui, sur Internet, on s'en va lire les contenus. On est aussi acteur. Donc, il n'y a plus un seul acteur, il y a 2 acteurs maintenant. Maintenant, Internet continue de se démocratiser. Tout le monde peut avoir un site Internet, tout le monde peut faire des commentaires sur le site Internet qu'il veut sur Internet. Mais les choses vont beaucoup plus loin. Il y a des nouveaux sites Internet qu'on appelle des réseaux sociaux qui voient le jour. C'est des versions très avancées des sites Internet. Les réseaux sociaux sont des sites Internet où chacun peut créer son propre compte et prendre la parole, dire ce qu'il veut, sans avoir besoin de créer son site Internet personnel. Donc, c'est toujours l'évolution, c'est toujours la démocratisation d'Internet qui fait qu'on arrive à ce niveau-là. Facebook voit le jour, Twitter, Instagram, tous voient le jour. À l'époque, il y avait Google+. Ce sont des plateformes qui permettent à chaque individu de créer son compte, de publier des articles, des photos, des vidéos, ce qu'il veut. À ce moment-là, chacun devient acteur de la création de l'information sur Internet. Donc, puisque les réseaux sociaux ont un pouvoir très fort d'accrocher les gens, c'est la digitalisation de notre société. C'est pour ça qu'on appelle ça réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on fait le Congo, ça comme on fait dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, on discute avec les gens, on partage son humeur, on partage ses vidéos, on partage ses photos, comme dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on les appelle réseaux sociaux. Et toutes ces fonctionnalités sociales-là ont fait en sorte que les réseaux sociaux impactent fortement dans la vie des hommes. C'est pour ça que nous sommes presque tous présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à partir de ce moment, ont eu un pouvoir tellement élevé que certains sites Internet n'avaient pas pu avoir jusqu'à ce moment-là. Comme les entreprises se rendent compte que même leur propre personnel, quand on leur demande de travailler, sont sur Facebook et tout et tout. Combien de fois le client, si tu vends peut-être un produit, tu veux communiquer, la cible, tu les regardes à la télé, tu ne les vois pas, la radio, tu ne les vois pas partout. Parfois même sur Google, ils ne sont pas là. Mais ils sont sur Facebook en train de faire des choses. Chacun fait cette fille-là, il met et tout et tout. Les entreprises se disent, mais je vais faire comment? Les entreprises sont obligées d'aller aussi chercher les clients sur les réseaux sociaux. Donc, elles vont sur les réseaux sociaux. On crée aussi la page Facebook de Réussite Digital Academy. Donc, pendant qu'ils sont en train de rigoler avec les gens et tout, nous, on est là, on va rire ensemble. À la fin, ils vont payer les formations que nous sommes en train d'offrir. C'est ça, le community management. Donc, c'est comme ça que le marketing sur les réseaux sociaux voit le jour à la fin de l'ère du web 2.0. Le community management commence à voir le jour à ce moment-là. Et le community management maintenant est un peu délicat parce que pour réussir, il faut une stratégie. Il ne suffit pas d'aller sur les réseaux sociaux, dire je vends, je perds, on publie les photos de ces produits, on va vendre. Non. Les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux pour acheter un produit. Les gens savent que je vais acheter un produit, je m'en vais au marché. Ou bien je passe sur un site de vente en ligne. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut avoir une très bonne stratégie réseau social. En même temps que les gens racontent leurs conneries, ils rient. De temps en temps, vous aussi faites des blagues. Et pendant que les gens rient, vous publiez la photo de votre produit. Ils vont voir. Donc, c'est un peu comme un enfant qui ne veut pas manger. On le flatte. Il rit. C'est comme moi, quand il ouvre trop la bouche, il rit là, on met la queue dans la bouche, on lui dit, vous dit maintenant, on va voir. Donc, c'est un peu comme ça avec les réseaux sociaux. Quand vous faites des publications, les blagues, les quiz, cherchez le mot, vous organisez les challenges, vous allez gagner ceci, cela. Quand les gens commencent à faire des commentaires, ils viennent dans votre page beaucoup là, parce que c'est le jeu, c'est à l'heure là, quand ils sont nombreux que vous dites que
l'ordinateur, c'est en promotion. Tous vont voir. Mais si vous passez votre temps à dire ordinateur en promotion, ordinateur en promotion, ordinateur en promotion, les gens ne vont plus suivre votre page. Donc, il faut avoir une stratégie réseaux sociaux qui alterne publication d'engagement, publication pour faire le buzz, publication commerciale. C'est comme ça que les gens vont commenter. Ça peut être visible sur les pages des influenceurs. Vous allez voir que quand Blanche Bailly se filme, elle met ses fesses comme ça, elle a 4000 commentaires. Mais lorsque vous allez dire que formation en marketing digital, réduisez même, mettez même le discount de 70%, vous n'avez pas 5 commentaires. Parce que les gens viennent pour autre chose. C'est pour la distraction. Quand on est fatigué sur Facebook, au travail, on prend le téléphone pour se distraire. Si toi, tu viens encore jouer le travail sur Facebook, tu vas énerver les gens. Donc, de temps en temps, parlez même aussi de Blanche Bailly, si elle est influenceur de l'entreprise. Parlez d'elle, filmez-la avec ses plus belles photos. Les commentaires commencent là, vous venez dans les réponses pour dire merci d'avoir commenté le commentaire de votre ambassadeur Blanche Bailly. Nous sommes en promotion. C'est un peu comme ça là qu'on fait sur les réseaux sociaux pour profiter du pouvoir des réseaux sociaux pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Et c'est ça qu'on a appelé le marketing des réseaux sociaux ou bien le community management. Donc, le community management naît à l'ère du web 2.0 avec la naissance croissante des réseaux sociaux. Maintenant, on va attaquer un autre volet. Je vais revenir, enfin, vous voyez l'écran. Donc, jusque-là, on est sur la 4e personne. Les années 1900, on voit les ordinateurs et Internet. Après ça, maintenant, il n'y a plus d'ordinateur. On voit quelqu'un qui a un smartphone en main et c'est ça qui marque l'ère du digital. Le digital, en fait, c'est l'ère du Web 3.0. Donc, le Web 3.0, en fait, c'est l'ère du digital. Pourquoi on dit que c'est digital? Tout à l'heure, on vous a dit l'ère du Web 1.0, c'est l'ère des sites Internet statiques. On avait des sites Internet, les gens lisaient sur ces sites Internet-là, ils n'avaient même pas la possibilité de réagir. Parce que c'était des sites Internet comme Wikipédia, on ne fait pas les commentaires là-bas, on ne like pas, on ne partage pas. Donc, le Web 1.0, on visitait ce type de site Internet-là et c'était statique. On avait un seul acteur. Après l'ère du Web 1.0, maintenant, on est passé à l'ère du Web 2.0 où on a 2 acteurs. Le deuxième acteur, c'est l'internaute qui peut aujourd'hui liker, partager, commenter. Il peut même lire un article sur Internet où on dit ceci était monté, il fait son commentaire, il dit c'est faux. Lui-même, il est aussi acteur de la création de l'information en ligne. Lui-même, il peut créer son propre blog. Il donne son opinion aussi sur Internet. Ça, c'est l'ère du Web 2.0. Donc, on a 2 acteurs. L'ère du Web 3.0, maintenant, ce n'est pas 3 acteurs, mais c'est l'ère du digital. Le digital, on entre beaucoup plus dans le digital. Vous allez voir, c'est à l'ère des téléphones. Le monsieur là, il a un smartphone entre les mains. Donc, le monsieur, en fait, il a un smartphone entre les mains. C'est parti. Je sais pas pourquoi ça bouge. Donc, le monsieur, il a un smartphone entre les mains. Et justement, vous allez vous rendre compte que on ne parle pas de digital depuis très longtemps. On ne parle pas du digital depuis très longtemps. Le digital, c'est un terme qui est venu, ça fait pas longtemps. Et c'est justement parce que les smartphones sont venus, ça ne fait pas longtemps. Et c'est les smartphones qui ont fait notre entrée dans le digital. Donc, le premier smartphone est né dans les années 2007. Je pense que c'était un iPhone qui a été lancé par Apple. On avait des téléphones ordinaires à ce moment-là. Mais le premier truc tactile où on touche l'écran comme ça, c'est Apple qui l'a lancé. Et les smartphones viennent avec des fonctionnalités qui, aujourd'hui, dépassent les ordinateurs.
Je vais prendre peut-être l'exemple de mon téléphone. Mon téléphone, lui, il a 8 Go de RAM. Il y a des ordinateurs ici, peut-être qui n'ont même pas 4 Go de RAM. Le téléphone a un écran de 48 mégapixels. Il y a des webcams qui n'ont même pas cette capacité-là. Il y a des ordinateurs qui ont dans les 50, les 64 Go et tout et tout. Le téléphone, il y a 128 Go. Donc, le digital, en fait, vient avec le smartphone qui est miniaturisé et qui, à lui seul, est parfois 2 fois plus puissant qu'un ordinateur. Et le smartphone a l'autre avantage que il y a le Wi-Fi. Donc, il est là, il est connecté à Internet, il n'y a pas de câble, il est très petit comme ça là. Et il y a l'appareil photo qui vous permet de vous filmer même en vous déplaçant. Et c'est ça qui marque la troisième variable des ères de l'Internet. Et j'aime bien souvent assimiler ça à, pour ceux qui ont fait les maths, un repère à 3 dimensions. On a l'ère de l'Internet statique, le Web 1.0. On avait un seul acteur qui peut être assimilable à l'axe des abscisses. Il interagissait avec personne parce qu'il était seul. À l'ère du Web 2.0, où les internautes sont aussi acteurs de la création de l'information, là-bas on a les coordonnées XY pour ceux qui comprennent mieux. C'est l'ère du Web 2.0. On a les acteurs, on a les internautes qui sont aussi acteurs. Parce qu'ils peuvent créer leur propre site Internet, ils peuvent créer leur propre page sur les réseaux sociaux, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Maintenant, à l'ère du Web 3.0, on a non seulement les propriétés du site Internet, les éditeurs et les acteurs, mais grâce aux smartphones, ils sont dans l'espace. On a l'axe des airs. Ça veut dire qu'il peut être en appel vidéo comme ça là et il se balade. Il est connecté sur Wi-Fi. Il voit ce que Longueur dit, il dit jamais, et il réagit et tout et tout. Ça, c'est l'ère du Web 3.0, c'est ça qui marque notre entrée dans le digital. Notre entrée dans le digital est beaucoup plus marquée par les fameuses applications mobiles qu'on a dans les smartphones. L'application mobile de WhatsApp qu'on a ici, on chatte, on appelle, on fait le direct. Même dans le taxi, tu as ton canal plus dans ton téléphone, tu vois ta télé. Le smartphone a tout digitalisé dans notre vie. Total. On a des web radios, l'application mobile de la radio est là. On a des web TV, l'application mobile est là. Tu cliques sur My Canal, tu vois Canal plus dans ton smartphone en train de te déplacer. Tu n'as pas de problème. Et parfois même, il y a le direct d'une chaîne de télé qui est en train de passer là. Toi-même, dans le taxi, tu cliques comme ça, on te met dans le direct, comme tu passes à la télé en direct. C'est ça les merveilles du digital, en fait. Donc, le smartphone nous fait profiter de tout ça dans l'espace. Et c'est ça qui marque le Web 3.0. Web 3.0, ça veut dire l'ère du web digital. Donc, et à la prochaine séance, vous allez voir que c'est effectivement le smartphone qui marque notre entrée dans le digital parce que les statistiques de l'Internet par smartphone sont les plus grandes. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand on dit que 1 milliard de personnes sont connectées à Internet, combien de personnes sont connectées à Internet grâce à leur smartphone? C'est dans les 70%. Ça veut dire que si aujourd'hui on annule les smartphones, le taux d'utilisation d'Internet va chuter de 70% dans le monde entier. Donc, c'est justement le smartphone qui permet de faire cette entrée dans le digital. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, et le digital a fait naître plusieurs autres métiers. Le métier d'influenceur, le métier de ceci, le métier de cela. On a les plateformes TikTok où vraiment, c'est un nouveau monde. C'est le digital, c'est les applications mobiles, c'est les smartphones qui sont la conséquence de tout ça. Et c'est face à tout ça maintenant que les entreprises se disent, mais tiens, aujourd'hui, tu cherches un jeune dans la rue, tu ne le vois pas, il est là sur TikTok, on voit certains, ils sont dans la rue, ils font comme les fous. Ils mettent le téléphone là, ils commencent à imiter les gens, ils font des trucs qu'on ne comprend pas parce qu'ils veulent être influents, parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et les entreprises sont perdues. MCN ou Uber sont obligés de chercher M. Chantal, donc il devient l'ambassadeur. Vous voyez à quel point les entreprises sont obligées de chercher des personnes qui ont compris le digital. Parce que sinon, la télé, la radio, la presse écrite ne leur permet plus effectivement d'atteindre leurs objectifs. On va voir M. Chantal, on va aller voir, ils sont nombreux.
Dengue sur TikTok, on va voir Nathalie quoi, comment on l'appelle? Celle qui a fait la pub de Sous Tanguy là. Biscuit de mer, carrément, parce qu'elle est influenceur, elle est sur les grands panneaux des brasseries du Cameroun, c'est des gros contrats qu'elle gagne. Juste parce qu'on souhaiterait que de temps en temps, sur son Instagram, sur son TikTok, qu'elle parle de Sous Tanguy, parce qu'on sait qu'elle touche des centaines de milliers de personnes. Elle peut influencer le comportement de consommation de l'eau minérale de tous les Camerounais à elle seule. Parce qu'on dit, elle a eu son enfant, son fils boit Sous Tanguy et tout et tout. Toutes les filles qui veulent lui ressembler là, elles vont dire, va acheter Tanguy, hein, mon enfant va aussi boire ça. Et quand l'enfant va être en train de boire, pardon, quand l'enfant sera en train de boire, elle va faire le direct, elle va mettre sur son TikTok. Ça continue de driver la communication de l'entreprise. C'est pour ça qu'elle est payée très cher par les brasseries pour faire cette communication-là. Voilà les conséquences du digital. Et face à tout ça, les entreprises se disent, bon, au regard de cette façon de bouleverser notre société, on fait comment pour s'en sortir? Le marketing, tout le monde le sait. Les anciennes techniques de marketing, donner les flyers, aller à la radio, parler, tout le monde peut faire ça. On n'a pas besoin de formation en marketing. Mais si on dit à quelqu'un maintenant là que par jour, il y a 100 Camerounais qui cherchent les cartes visage sur Internet. Je veux être numéro 1 sur Google. Je fais comment? Ça, ce sont des techniques que, en entreprise aujourd'hui, les décideurs recherchent les gens qui ont ces talents-là. Comment faire que, quand on dit meilleure banque du Cameroun, BICEC s'affiche? Les entreprises cherchent les gens qui ont ces compétences. Les personnes qui vont sur les réseaux sociaux communiquer en sorte que les gens commentent, les gens like, ça fait augmenter la notoriété de l'entreprise. C'est ça que les directeurs marketing cherchent. Malheureusement, nos universités n'ont pas encore vraiment intégré ça. Beaucoup d'universités essayent, mais ce n'est pas encore vraiment ça. C'est pour ça que la nécessité de se former dans le domaine du marketing digital est importante. Et pour ceux d'entre vous, par exemple, qui se disaient, est-ce que je peux avoir le travail après ça ou est-ce que je peux, je pense que je n'ai plus besoin de répondre à votre question. Si vous-même, vous savez que si vous avez maîtrisé tout ça et que vous appliquez ça au quotidien, même si c'est pour vous-même, les gens vont vous écrire pour dire que ce que tu fais pour toi là, pardon, mon Dieu, je veux ça, viens de faire ça pour nous. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'emploi plus facilement. Donc, c'était un peu tout. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. On avait prévu faire même quelque chose d'1 heure, seulement pour l'imprégnation. C'était très important aujourd'hui de faire cette présentation du marketing digital, de vous montrer comment on est même arrivé à cette situation de Web 3.0 où parfois vous-même vous ne savez pas pourquoi vous avez la tête baissée dans le téléphone. C'est une conséquence en fait de l'évolution de la technologie. Et les entreprises sont obligées de marcher à votre rythme. Parce que toute la jeunesse, peut-être camerounaise ou africaine, a les yeux baissés dans TikTok tous les jours. Les entreprises créent aussi leur compte TikTok. Je me souviens, on a créé le nom, ça fait 2 semaines. Les entreprises créent aussi leur compte TikTok. Elles veulent aussi être là. Là, quand les influenceurs vont partager les contenus, eux vont aussi partager les leurs et les influenceurs vont voir, liker. Et comme tout le monde est là-bas maintenant, l'entreprise a la visibilité moins chère. Donc, c'est ça les avantages du digital. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la formation courte, celle qui est purement marketing digital, qui dure 3 mois, à la séance prochaine, on va continuer avec la suite de cette diapositive-ci, parce qu'après ça, on entre dans les chiffres et les enjeux du digital. Donc, parfois, quand on vous explique le digital comme ça, là, certaines personnes ne croient toujours pas. Mais si on vous montre les statistiques de smartphones dans le monde, on vous montre les statistiques de visite des sites Internet par smartphone, par tablette, par PC. On vous montre le temps moyen passé sur Internet par Internet dans le monde, qui était de 6h42 il y a 2 ans. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez passer toute une journée, vous regardez la télé seulement pendant 1 heure. Mais pendant la même journée, si on veut, par exemple, voilà une conséquence. Carole. Voilà. Donc, si on veut cumuler le temps que vous avez passé à regarder l'écran de votre smartphone par jour, ce ne sera pas une affaire d'1 heure.
ou de 2 heures, de 3 heures. Le temps passé à avoir les yeux dans son smartphone dépasse largement le temps passé à regarder la télévision aujourd'hui. Conséquent, les entreprises sont obligées d'être aussi dans le smartphone. Mais quelle est la formule de présence dans le smartphone qui permet d'effectivement accrocher les gens? Il faut une bonne stratégie de marketing et de communication digitale pour atteindre ces objectifs-là. Donc, et ceux d'entre vous maintenant qui ont fait la formation longue, ça veut dire celle qui va mettre 6 mois, à partir de la séance prochaine, vous allez commencer avec le premier module qui ne sera pas le marketing digital. Parce que pour vous, on va terminer, on va clôturer votre cursus de 6 mois avec le marketing digital. Vous allez commencer par faire un cours de marketing fondamental. Donc, comme je le disais au début, il sera question de vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas fait le marketing, c'est quoi la stratégie de prix, produit, communication et distribution. Comment fixer le prix d'un produit en marketing et tout et tout. C'est la base qu'il faut avant d'arriver au marketing digital. Il y aura un cours de culture digitale que vous allez faire. Après culture digitale, vous allez faire création de site internet et administration avec WordPress, comme je disais tout à l'heure. Après, vous allez faire un cours d'infographie. Parce que le marketeur digital, quelquefois, il faut qu'il ait les aptitudes à concevoir un truc comme ça rapidement pour gérer ses réseaux sociaux, sans avoir besoin forcément que l'infographe soit là et tout et tout. Si l'infographe est absent, ça ne bloque pas le boulot. Donc, vous aurez un module d'infographie et après avoir maîtrisé tout ça, je reviendrai maintenant avec le marketing digital pour approfondir. Vous savez déjà créer les sites Internet. Est-ce qu'ils sont bien visibles sur YouTube? Je vais vous former en référencement dans le moteur de recherche, naturel et payant. On va faire la formation en publicité digitale. Vous saurez déjà comment créer des affiches publicitaires comme ça. Je vais vous montrer comment créer des affiches publicitaires adaptées pour la pub digitale. Et on va créer des campagnes digitales. On va apprendre à faire un ciblage sur ordinateur, tablette et tout ensemble. Et à la fin, on va faire 10 000 marketing. Et le community management également. Pardon? Pour ceux qui font pour 6 mois, vous avez tout ça. Webmaster, infographie, culture digitale et marketing fondamental. Pour ceux qui font uniquement marketing digital, à la prochaine séance, on continue à partir d'ici. Vous qui faites 3 mois, vous aurez, on va commencer à la prochaine séance avec les chiffres et les enjeux. Quand on aura fini avec tout ça, on va commencer avec le marketing des moteurs de recherche, le référencement naturel. Dans les moteurs de recherche. Après ça, on va faire la publicité digitale. Comment créer des campagnes ciblées sur smartphone, tablette et ordinateur, sur les sites internet, comme on voit partout là. Ensuite, on va faire marketing des réseaux sociaux ou community management. Et on va faire email marketing. C'est 4 modules. Maintenant, les autres feront tout ça à la fin parce qu'ils vont faire webmaster et administration de site internet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Infographie, marketing fondamental et culture digitale. C'est pour ça que la leur fait un peu plus de temps. Donc, plus de marketing digital peut faire les autres là, alors que vous ne faites que marketing digital. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merveille, Gloria d'abord, vous qui êtes à distance. Non. Bon, je crois que la séance d'aujourd'hui, c'est bon. Pardon? Je pense que ça va. Allô? Oui. Je disais que pour la séance d'aujourd'hui, ça va. J'ai compris la différence entre les différents types de web. Ce que je ne connaissais pas, je me disais le web, c'était le web. Donc, je pense que ça va. Ok, parfait. Gloria, tu es là? Oui, je suis là. Ok, est-ce que tu as des questions? Bon, ça peut aller à mon niveau aussi. Ok, parfait. Pour le moment. Ok. En salle, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui.
aussi parce que d'après elle, le système avec CMS là, ça vient de comme par exemple le facilement moi, savoir quels sont les résultats pour les situations des CMS. Ok, c'est une bonne question. Déjà, tout site Internet est vulnérable. Tout site. Il y a quelques années encore, c'est Facebook qui avait été piraté, le grand Facebook qui a été piraté. Je crois que c'était à la veille de la campagne de Donald Trump. Ça a été piraté. Tout site Internet est vulnérable. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent tellement le gratuit qu'ils créent des sites avec WordPress, mais ils ne pensent pas à l'aspect sécurité. Donc, tout comme on peut pirater d'autres sites Internet, même WordPress aussi, le hacker peut hacker. Maintenant, quand vous finissez votre site Internet avec WordPress, parfois, il faut installer des modules de sécurité. Beaucoup de gens, quand ils font ça, et on est dans un environnement camerounais aussi, quelqu'un va te dire que je veux un site Internet, j'ai 100 000. En fait, s'il connaissait l'importance du site Internet, un peu comme ce que je viens de vous expliquer ici, il saurait que ce n'est pas le salaire de quelqu'un 100 000 de mois qui va permettre de faire tout un site Internet avec toutes les fonctionnalités que je viens de vous parler là. Donc, beaucoup de Camerounais disent je veux un site Internet, j'ai 100 000. On va bâcler quelque chose, on va le balancer, on va pirater. C'est tout à fait normal. Donc, si vous voulez un site Internet sérieux, parce que vous savez que derrière ça, vous allez investir énormément en référencement et tout ce qu'on a vu là, naturellement, on va faire un site Internet sécurisé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres informaticiens également parfois qui ne veulent pas utiliser comme les CMS parce qu'ils se rendent compte qu'avec les CMS, leur métier devient banalisé. Je vais prendre quelqu'un qui a fait Polytechnique, il est ingénieur en développement et lui veut coder ses systèmes parce qu'il maîtrise le langage Java, Python, machin, tout ça. On lui dit qu'on va faire avec le CMS. Ça l'énerve. C'est comme si la personne 5 années inutilement. Sauf que ce qu'ils doivent comprendre parfois, c'est que lui, il a fait 5 années pour créer d'autres CMS ou pour créer des templates de CMS et des modules. Il doit coder les modules. Les CMS sont faits pour nous. Pendant que lui code des choses qui n'existent pas encore, qu'on va exploiter dans les CMS, nous, on utilise les CMS et on va plus vite. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu à travailler avec un développeur une fois aussi. Il me dit, non, les CMS, là, non, c'est des bêtises et tout. Je lui dis, dis-moi exactement en quoi le CMS a un problème. Quand tu lui poses la question exacte, tu dis, oh, on peut pirater, non. Si exactement en quoi le CMS est vulnérable. Et parfois même, je vais plus loin, je dis, voilà le site Internet. Si tu réussis à pirater, tu dis. Il essaye. Donc, pour votre information, est-ce que vous savez que Jeune Afrique économique est fait avec WordPress? Le Monde Afrique, le site Internet, le Monde Afrique que vous connaissez, il est fait avec WordPress. Le blog de Facebook, je peux même vous ouvrir tout à l'heure, le newsroom de Facebook, il est fait avec WordPress. Donc, si ceux-là n'ont jamais été piratés alors qu'ils ont été faits avec WordPress, et quelqu'un au Cameroun fait faire son système à 100 000, c'est normal. Si on ne pirate même pas, c'est parce que personne ne s'intéresse à un site de 100 000. Mais s'il y a des choses sérieuses là-bas, on va pirater ça du jour au lendemain. Donc, quand vous créez vos sites Internet, pensez aussi à la partie sécurité. Il y a des modules de sécurité qu'on paye cher. Vous devez avoir une sécurité SSL, vous devez sécuriser votre back-end, vous devez acheter d'autres modules de sécurité, etc. Il y a beaucoup de trucs de sécurité qu'on peut mettre. Si vous prenez vraiment votre site Internet au sérieux, investissez en sécurité. Au pas contraire, vous laissez, on pirate, vous créez un autre. Ça, ce n'est pas beaucoup. Parce que la forme en place. Exactement. Donc, les gens disent aux clients, moi, quand je suis là, on dit aux clients de ne pas payer le travail en place, on va comprendre le travail que j'ai fait. L'avantage, par exemple, vous pouvez voir comme vous payez du début à la fin. Par contre, les gens qui utilisent WordPress, ils ont, donc, je crois que c'est le même châssis. Même châssis que vous avez utilisé pour Exactement. Donc, avec WordPress,
il y a un design que vous allez avoir, vous pouvez changer. Et il y a des milliers de designs de système Internet qui existent. Quand vous achetez un design qui vous plaît, vous pouvez personnaliser les couleurs en fonction de votre logo, de votre charte graphique et tout. Maintenant, parfois, il y a des niveaux de personnalisation que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous avez acheté un thème. Pour personnaliser de façon pointue, naturellement, il vous faut toucher le code. Donc, soit vous recrutez un développeur qui va venir modifier le code source, soit vous changez de thème. Et les risques aussi avec un CMS, quand vous le prenez à un moment, vous voulez changer le code source, ça peut créer des bugs. Bon. L'autre risque aussi qu'on ne dit pas souvent à ceux qui développent, c'est que je connais un mec, un Camerounais même. En 2015, quand j'arrêtais avec Julia, lui disait qu'il veut lancer son site de e-commerce. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est en train de coder. Donc, 6 ans plus tard, il code, il te dit ce sera sophistiqué, ce sera le Amazon d'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de coder. Et je connais quelqu'un qui a commencé, ça fait 2 ans. L'année dernière, il m'a dit qu'il a réalisé un bénéfice de 10 millions. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je choisis celui qui code par plaisir, ou bien on prend quelqu'un qui part sur la base d'un script déjà bien fait, robuste, et il vend directement. Bon. Le vrai homme d'affaires lui dit, je veux ce qui marche, ce qui me donne l'argent. Maintenant, c'est vrai que si moi aujourd'hui j'ai un projet d'envergure mondiale, un peu comme Facebook, je vais tout faire pour coder, pour être unique au monde. Je ne vais pas peut-être partir sur la base d'un WordPress, etc. Parce que je serai le seul à maîtriser ma technologie. Si quelqu'un aujourd'hui maîtrise la technologie de Facebook de A à Z, il peut devenir Facebook dans 10 ans de travail. Mais est-ce que Facebook veut ça? C'est pour ça que Facebook garde ces choses secrètes et tout. Donc, pour se démarquer parfois sur un plan mondial, il faut coder. Mais si vous voulez lancer un petit site de vente en ligne ici au Cameroun, certaines personnes parfois disent que WordPress ne peut pas supporter un certain nombre de visiteurs. Le Cameroun est où jusqu'à tu dis déjà que WordPress ne peut pas supporter 10 millions de personnes en même temps. Qui t'a dit que ton site internet, 1 million de personnes vont visiter ça? Et pour que 1 million de personnes visitent, même parfois, il te faut un budget terrible. Et au Cameroun, d'abord, le taux de pénétration d'Internet. Tous les Camerounais qui ont accès à Internet, ils peuvent tous se mettre dessus en même temps. On est dans les 7 millions. Donc, parfois, il y a certaines contraintes que les gens émettent et tout pour freiner les gens dans leur projet, alors que, à bien réfléchir, ça ne sert à rien. Un peu pour le cas de Canva, comme tu disais, le community manager qui veut être autonome, de temps en temps, il fait des faux trucs là avec Canva, il balance. Mais le jour que le graphiste lui fait un visuel, il regarde comme ça, il dit que le graphiste, il a travaillé. Mais lui, il fait des choses mangeables. Juste pour que, quand le graphiste n'est pas là et tout, il fait ça et que sa communauté reçoive quelque chose. Mais tant que possible, il faut travailler avec un graphiste professionnel pour avoir un rendu de meilleure qualité. Donc, on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Je vais enregistrer cette vidéo-ci. Vous allez la recevoir probablement demain. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour continuer. Donc, ceux du marketing digital, ce sera avec moi. Les autres, ce sera avec notre formateur. Gloria, Madame Gloria, est-ce qu'elle est connectée? Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, vous avez dit quoi? Je vous ai pas reconnu. C'est un bébé qui me dérange un peu. Désolée. Oui, je ne sais pas bien écouter. Allô? Oui, allô? Tu peux faire ça. Oui, c'est bon. Okay. Donc, alors, elle va vous revenir tout à l'heure, comme le bébé vous dérange, elle va vous revenir par WhatsApp tout à l'heure. D'accord. Ça va, ça va. Ok, donc je vais dire merci alors, on va dire merci à tous pour avoir répondu présent aujourd'hui. On dit bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.